Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un moment absolument historique, un de ces moments qui a tout changé. On va revivre ensemble l'histoire de la mission soviétique Luna 2, le tout premier instant où un objet fabriqué par l'homme a physiquement touché un autre monde. C'est un moment fondateur de l'exploration spatiale. Alors notez bien cette date, le 13 septembre 1959. C'est un véritable point de bascule dans notre histoire. Avant ce jour, la Lune, les planètes, les étoiles, tout ça c'était des objets d'observation, de contemplation, de rêve. Mais à cet instant précis, un appareil conçu sur Terre a traversé le vide interplanétaire pour entrer en contact direct avec un autre corps céleste. C'est vraiment le début d'une toute nouvelle ère. Allez, on rentre dans le vif du sujet. L'héroïne de notre histoire, c'est cette sonde, officiellement désignée Objet 00104. C'est elle qui représente le tout premier chapitre de l'exploration physique de notre système solaire, le premier contact. Mais pour bien saisir toute l'importance de Luna 2, il faut absolument se replonger dans l'ambiance de la fin des années 50. On est en pleine guerre froide. 2 ans plus tôt, en 1957, l'Union soviétique a littéralement stupéfié le monde entier en lançant Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel. La course à l'espace est bel et bien lancée, et chaque mission est à la fois une proie scientifique et un acte de propagande politique. La compétition avec les États-Unis est à son comble. Et dans cette course, les deux superpuissances avaient des stratégies de communication radicalement opposées. D'un côté, les États-Unis annonçaient leur lancement à l'avance, ce qui rendait leurs échecs, et il y en a eu, très publics. À l'inverse, les Soviétiques jouaient la carte du secret absolu. Ils ne révélaient que les succès. Cette tactique, très maligne, a permis de cacher les nombreux ratés du début et de forger ce mythe d'une domination technologique soviétique, presque d'une invisibilité, dans les premières années de l'ère spatiale. Alors, pour aller sur la Lune, il ne suffit pas de monter très très haut. Non, il faut s'échapper. C'est tout le concept de la vitesse de libération. Pour mettre un satellite en orbite autour de la Terre, comme Sputnik, il faut attendre environ 7,9 km par seconde. C'est déjà énorme. Mais pour se libérer complètement de l'attraction terrestre et mettre le cap sur la Lune, il faut une poussée bien plus colossale pour atteindre 11,2 km par seconde. Pour l'époque, c'était un défi technique absolument monstrueux. Et derrière chaque grand projet, il y a un grand visionnaire. Pour le programme spatial soviétique, cet homme, c'était Sergueï Korolev. Dès 1955, bien avant Sputnik, il avait déjà tout compris. Il avait vu le potentiel de son missile balistique intercontinental, le R-7. Il avait calculé qu'en lui ajoutant un 3e étage, ce lanceur surpuissant pourrait envoyer plusieurs centaines de kilos directement vers la Lune. C'est cette vision qui a été l'étincelle de tout. Après le succès mondial de Sputnik, évidemment, tout s'accélère. Sous l'impulsion de Korolev, on met sur pied un programme lunaire extraordinairement ambitieux, piloté par l'académicien Mstislav Keldysh. Il ne s'agit pas juste de lancer une mission au hasard, non, c'est une véritable feuille de route pour la conquête de la Lune, qui est validée par un décret officiel le 20 mars 1958. Et voici ce plan, un plan en 5 étapes de plus en plus complexe. D'abord, étapier 1, un simple impact sur la Lune. On y va, on touche. Ensuite, IE2. Allez photographier sa face cachée, celle qu'on ne voit jamais. L'étape IE3, on en reparle, prévoyait une démonstration de force assez spectaculaire. Puis IE5 visait un relevé photo détaillé. Et enfin, le but ultime, IE6, un atterrissage en douceur. Une vision à long terme vraiment impressionnante. Alors revenons sur cette fameuse étape IEPS3. L'idée était simple, directe et, un peu folle, faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. La question c'est pourquoi ? Eh bien pour la propagande. L'explosion aurait été tellement puissante qu'on l'aurait vue depuis la Terre, à l'œil nu, prouvant de manière irréfutable le succès de la mission. Une maquette de la sonde qui devait transporter la bombe a même été construite. C'est dire s'ils y pensaient sérieusement. Heureusement, la raison l'a vite emporté. Ce projet a été abandonné et pour 3 raisons principales. D'abord, le risque d'un accident au lancement. Imaginez une fusée avec une charge nucléaire qui explose au-dessus du territoire soviétique, un cauchemar. Deuxièmement, personne n'était vraiment sûr que l'explosion serait visible depuis la Terre. Et enfin, la communauté scientifique internationale aurait à juste titre hurlé au scandale. La clé de voûte technique, c'était vraiment l'ajout de ce 3e étage, le bloquier. Cette modification a complètement transformé la fusée R-7. Sa capacité de charge en orbite basse est passée de 1,3 à 4,5 tonnes. Ça a permis d'envoyer 440 kg vers la Lune. Et, fait assez marquant, c'est cette même fusée, sous le nom de Vostok, qui enverra Yuri Gagarin dans l'espace. L'exploration lunaire a donc directement ouvert la voie au vol habité. Mais alors, à quoi ressemblait cette sonde ? La série I1, celle de la première étape, reprenait la forme sphérique devenue iconique de Sputnik, mais en plus grand, 80 cm de diamètre, et surtout bien plus lourd, 361 kg. Sa coque, faite d'un alliage d'aluminium et de magnésium, était polie comme un miroir, et à l'intérieur, tout était pressurisé à l'azote pour garder les équipements électroniques à une température stable, autour de 20-25 degrés.
Et attention, même si son but était de s'écraser, la sonde n'était pas qu'une coquille vide, loin de là. Elle embarquait toute une panoplie d'instruments scientifiques. Un magnétomètre pour mesurer les champs magnétiques, des détecteurs de rayons cosmiques et de micrométéorites, et des capteurs pour analyser ce qu'on appelle les ions du vent solaire. C'est une véritable mission d'exploration scientifique. Bon, maintenant passons à la phase la plus difficile, la concrétisation. Parce qu'atteindre la Lune à cette époque, ça n'avait rien d'une promenade de santé. Les fusées étaient capricieuses, pas très fiables. La moindre petite erreur, la plus petite défaillance, et c'était l'échec assuré. La route vers la Lune allait être pavée de déceptions. Et pour vous donner une idée de la précision requise, c'est juste hallucinant. Imaginez, une erreur de seulement 1 mètre par seconde sur la vitesse finale de la fusée, soit 0,01%, suffisait à vous faire rater la Lune de 200 km. Un retard de 10 secondes au lancement, pareil, même résultat. La navigation interplanétaire, c'est un exercice d'une complexité absolument inouïe. Et la réalité a été brutale. Entre septembre et décembre 1958, les Soviétiques enchaînent 3 échecs cuisants. Le 23 septembre, la fusée se désintègre en vol à cause d'un problème de résonance. Le 11 octobre, rebelote, même problème. Le 4 décembre, 3e tentative, encore un échec, cette fois à cause d'une pompe du 3e étage. Et pendant ce temps, les Américains n'avaient pas plus de chance avec leur programme Pionnet. C'était une période de frustration intense des deux côtés. Et puis arrive le 2 janvier 1959, 4e tentative. Cette fois, la fusée fonctionne. La sonde s'arrache enfin à l'attraction terrestre. Le problème, c'est qu'une erreur de commande sur le second étage envoie la sonde sur une trajectoire un peu décalée. Résultat, elle ne s'écrasera pas sur la Lune, mais passera à près de 6000 km. Officiellement, c'est un échec. Mais les Soviétiques, maîtres en communication, vont le transformer en un succès retentissant. Et ils avaient raison. Car même en ratant sa cible, Luna 1, qu'ils ont baptisée Mechta, c'est-à-dire le rêve, a réalisé une moisson scientifique historique. C'est elle qui fait la découverte majeure du vent solaire, ce flux de particules qui vient du Soleil, et c'est elle qui démontre que la Lune n'a pas de champ magnétique important. En prime, Luna 1 est devenue la toute première sonde à quitter l'orbite terrestre pour se placer en orbite autour du Soleil. Un échec qui change la science. L'équipe de Korolev ne se repose pas sur ce demi-succès. Une 5e tentative est lancée le 18 juin 1959. Malheureusement, c'est un nouvel échec. Cette fois, c'est un gyroscope du lanceur qui tombe en panne. 5 tentatives et toujours pas d'impact lunaire. On imagine que le doute a dû commencer à s'installer sérieusement. Mais la persévérance, ça finit par payer. Et la 6e tentative sera la bonne. Le 12 septembre 1959, depuis le cosmodrome de Baïkonour, la fusée qui porte la sonde Luna 2 s'élève parfaitement dans le ciel. Cette fois, c'est la bonne. Le voyage a commencé. Le voyage va durer 33 heures et 30 minutes. Pendant sa trajectoire, comme Luna 1, la sonde libère un nuage de gaz de sodium orange, ce qui permet aux observatoires sur Terre de suivre sa position avec une grande précision. Et puis, le 13 septembre, d'un seul coup, les signaux radio s'arrêtent. Le contact est établi. Luna 2 vient de percuter la surface de la Lune, dans la région de Palus Putredinis, une zone qui sera plus tard renommée Sinus Lunicus en son honneur. L'impact a été d'une violence absolument inouïe. La sonde a frappé la Lune à une vitesse de 3,3 km par seconde. Pour se faire une idée, c'est plus de 10 000 km par heure. À cette vitesse, la sonde et le 3e étage de la fusée, qui l'a suivie de près, n'ont pas juste été détruits, ils ont été instantanément vaporisés. Mais jusqu'au tout dernier instant, les instruments ont transmis des données cruciales. La mission a pu valider scientifiquement les découvertes de Luna 1. La présence du vent solaire dans l'espace s'était confirmée. L'absence de champ magnétique ou de ceinture de radiation autour de la Lune s'était confirmée aussi. Ces certitudes étaient fondamentales pour préparer la suite. Au-delà de la science, l'impact de Luna 2 fut avant tout géopolitique. C'était un triomphe absolu pour l'Union soviétique, une nouvelle preuve spectaculaire de sa supériorité technologique dans la course à l'espace. C'était un outil de propagande d'une puissance redoutable. Cette phrase, elle résume tout. C'est un jalon dans l'histoire de l'humanité, au même titre que les grandes explorations terrestres des siècles passés. Le contact physique avec un autre monde venait de devenir une réalité. L'espace n'était plus une frontière infranchissable. Et il y a cette anecdote qui symbolise parfaitement cette victoire. Le 15 septembre, 2 jours seulement après l'impact, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev est en visite officielle aux États-Unis. En pleine rencontre avec le président Eisenhower, il lui tend un cadeau très spécial, une réplique des petits fanions métalliques avec les symboles soviétiques qui se trouvaient à bord de Luna 2 et qui reposaient, vaporisés, sur la Lune. Le message politique était on ne peut plus clair.
Luna 2 a ouvert la voie, elle a prouvé que c'était possible, mais elle n'était que la toute première étape d'un plan bien plus vaste. Une question se posait alors au monde entier, une question vertigineuse. Après avoir touché la Lune, quel pouvait bien être le prochain exploit? La course ne faisait que commencer.